Monsieur le ministre de la Santé publique, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, je vous souhaite la bienvenue à l'hémicycle. Donc, l'ordre du jour de la présente séance plénière porte sur l'interpellation du ministre de la Santé publique sur la gestion de la pandémie de coronavirus COVID-19 au Tchad, adressé par le député Issa Mardou Djabir. Est-ce qu'il est là dans la salle? Le député Rakissa Matsaleh, est-ce qu'il est là dans la salle? Et le député Ahmad Issa Badi. Conformément donc à cet ordre du jour, je voudrais donc vous faire lecture des 3 questions d'interpellation. À Monsieur le ministre de la Santé publique. Monsieur le ministre, depuis quelques semaines, le monde assiste à la progression du coronavirus COVID-19 qui est passé de l'étape d'épidémie à celle de la pandémie et qui touche presque le monde entier aujourd'hui, avec toutes les conséquences que nous voyons et apprenons sur les médias. Le Tchad, notre pays, à 6 pays limitrophes, dont 4 au moins connaissent déjà leur premier malade, sinon leur premier décès. Monsieur le ministre, face à cette situation de psychose générale et d'évolution rapide de la maladie, nous voudrions, conformément à l'article 144 de la Constitution, vous poser la question suivante. Quelles sont les mesures urgentes et concrètes que vous avez prises pour préserver et protéger la santé de nos concitoyens? En espérant avoir de votre part un éclairage qui puisse rassurer l'opinion nationale, veuillez croire, Monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée. Le député Issa Mardou Djabir. Monsieur le ministre, conformément aux dispositions des articles 145 de la Constitution et 135 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur d'adresser au gouvernement des questions d'actualité et d'intérêt national relatives au Covid-19. En effet, l'actualité internationale est dominée depuis décembre 2019 par l'apparition à Wuhan, en Chine, du Covid-19 coronavirus qui s'est propagé très rapidement dans d'autres pays tels l'Iran, la Corée du Sud, l'Italie, la France, l'Espagne. Et depuis peu a touché de nombreux pays africains, Sénégal, Égypte, Algérie, Burkina Faso, Afrique du Sud, Gabon, Rwanda, Nigeria, Soudan, RCA et Cameroun, etc. La prolifération exponentielle du virus mortel dont des grandes puissances mondiales très développées n'ont pu contrecarrer nous inquiète à plus d'un titre. Au vu des énormes efforts déployés par notre gouvernement pour prévenir et protéger nos populations de cette pandémie du XXIe siècle qui ravage et fait déjà d'énormes victimes, nous nous interrogeons sur la capacité réelle de nos autorités en charge à y faire face. Les dispositions prises aujourd'hui par notre gouvernement sont-elles suffisantes pour contrecarrer tout risque de contagion? Quelles en sont les capacités de prise en charge éventuelles pour les malades dont dispose notre pays? De ce fait, l'interpellation des différents ministres en charge de la santé publique, de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, et enfin de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, s'avère absolument nécessaire et leur réaction nous laisse perplexes au vu du contexte international et surtout des promptes réactions de certains pays africains en rapport à la gravité de la situation. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée.
le député Rakis Ahmad Saleh. Monsieur le ministre de la Santé publique, Monsieur le ministre, conformément aux dispositions des articles 144 et 145 de la Constitution et 149-159 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai le plaisir de vous adresser une question d'actualité relative à la pandémie du coronavirus. Monsieur le ministre, la pandémie du coronavirus Covid-19 constitue pour notre pays, le Tchad, un sujet de préoccupation majeure. Cette pandémie se propage très rapidement et atteint à ce jour plus de 150 pays dans le monde. Parmi ces pays atteints, on dénombre les pays voisins du Tchad, tels que le Cameroun, le Nigeria, le Soudan, la Centrafrique. Ces pays ont pris des mesures draconiennes en vue de faire face à cette épidémie. Notre pays, après avoir participé à la réunion de l'Union africaine sur la pandémie de coronavirus, a pris un certain nombre de mesures pour lesquelles il convient de féliciter le gouvernement et surtout son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Mais force est de constater que ces mesures ne sont suffisantes qu'en phase zéro. Lorsqu'on dépassera cette phase, Monsieur le ministre, 1. Qu'avez-vous prévu comme structure et personnel technique pour la prise en charge des cas dans nos 22 autres régions en dehors de la ville de N'Djamena? 2. Comment envisagez-vous organiser la surveillance de nos frontières terrestres et de nos personnes détectées mises en quarantaine? Le député Ahmad Issabadi. Je voudrais donc, Monsieur le ministre, vous inviter à venir au podium si cela vous convient ou à rester sur place pour répondre aux 3 députés afin de pouvoir poursuivre les activités d'interpellation. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre et secrétaire général du gouvernement, honorables Mesdames et Messieurs les députés. J'aimerais répondre à partir de là, Monsieur le Président. D'abord, j'ai fait un briefing exposé pour mettre les uns et les autres dans le même pied d'égalité de compréhension de la situation actuelle, et je reviendrai sur les questions où certaines questions vont se retrouver directement dans mon exposé. Avant toute chose, permettez-moi de vous adresser mes vifs remerciements pour, d'une part, vos efforts en appui et ceux du gouvernement pour lutter efficacement contre le Covid-19. Et d'autre part, pour cette interpellation qui permet au ministère de la Santé publique de porter à la connaissance des députés et de la population les informations sur le Covid-19 au niveau du pays, ainsi que les actions qui sont menées à ce jour pour limiter sa propagation. C'est un fait, c'est une réalité de nos jours. Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, fait face depuis le 19 mars 2020 à l'épidémie à coronavirus appelée Covid-19. Elle a été déclarée le 30 janvier 2020 par l'Organisation mondiale de la santé comme une urgence de santé publique de portée internationale. La situation de cette pandémie au niveau mondial en date de 3 mai 2020 est de 3 444 742 cas confirmés, donc 1 91 765 guéris et 243 875 décès, soit un taux de létalité de 7,7%. Au niveau de l'Afrique, le premier cas de Covid est apparu en février 2020 en Égypte. Et actuellement, ce sont en tout 52 pays africains sur 54 qui sont touchés par cette épidémie.
L'Afrique a enregistré à la date du 3 mai 2020 43 343 cas confirmés, donc plus de 13 000 guéris et 1 761 décès, soit une létalité de 4,06%. En ce qui concerne notre pays, permettez-moi, l'Afrique a enregistré à la date du 3 mai 2020 43 343 cas confirmés, donc plus de 13 000 guéris et 1 761 décès, soit une létalité de 4,06%. Excusez-moi de l'erreur. En ce qui concerne notre pays, la situation à nos jours de 3 mai 2020 sur cette pandémie se présente comme suit. 117 cas de Covid-19 enregistrés, 39 guéris, 68 patients sous traitement et 10 décès. Je confirme que les 10 décès n'ont pas eu lieu à l'hôpital de Farsha, qui est notre siège, le siège de Tchad pour guérir le Covid-19. Certains patients sont sous oxygène, mais la majorité est dans un état de santé stable et rassurant à l'hôpital de Farsha. En dehors de N'Djamena, 3 autres provinces sont touchées, à savoir le Ouaddaï, un cas déjà guéri, le Logone oriental et le lac Tchad. Pour le cas des provinces du lac et de Logone oriental, sont des cas importés, mais rapidement détectés par nos équipes basées à la frontière avec l'appui appréciable des autorités locales. Ils étaient testés le même jour, et un cas au Logone oriental et un cas au lac. Mesdames et messieurs les députés, vous auriez sans doute constaté que ces derniers jours, notre pays a enregistré plus de cas communautaires. Donc si nous sommes partis sur des cas importés, maintenant nous nous retrouvons sur les cas communautaires. Et même des décès parmi lesquels figure un honorable élu du peuple. Il me soit permis de lui rendre hommage et prier le Tout-Puissant de l'accueillir dans son jardin de vertu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je voudrais tout d'abord remercier les honorables députés qui ont posé la question sur la gestion de la pandémie de coronavirus, qui nous permettra d'éclairer la représentation nationale et à travers vous tout le peuple tchadien. Mesdames et messieurs, nous le disons dès l'entame de notre propos que le premier cas a été confirmé le 19 mars 2020 au Tchad, c'est-à-dire le cas 0. Mais le ministère de la Santé publique a commencé à travailler pour faire face à cette épidémie depuis 3 janvier 2020, car l'OMS alertait le monde par rapport à une pneumonie atypique dans la ville de Wuhan en Chine. Les activités de la surveillance épidémiologique ont dès lors été renforcées sur les 9 points d'entrée identifiés au niveau de notre pays. Puis, le 25 janvier 2020, dans un acte, le ministère de la Santé publique a mis en place une coordination de surveillance composée des équipements de surveillance, d'investigation, de contrôle des points d'entrée et de suivi des mises en quarantaine des personnes suspectes. En collaboration avec les partenaires techniques et financiers, le ministère de la Santé publique a élaboré un plan de contingence, de riposte et de prévention du Covid-19 qui se décline en 7 domaines principaux: coordination, prise en charge des cas, laboratoire, détection des surveillances épidémiologiques, prévention des contrôles de l'infection, logistique, réhabilitation et achat des équipements médicaux, sensibilisation et communication. Les différentes unités travaillent sans relâche avec beaucoup de détermination, ce qui a permis de détecter rapidement les premiers cas, de maîtriser
et de rompre la chaîne de communication. Mesdames et messieurs, concernant les personnes mises en quarantaine, à ce jour, plus de 5222 personnes sont mises en quarantaine, donc la majorité est constituée des étudiants venus des pays touchés. Cameroun principalement, est réparti dans 12 provinces, Lac Tchad, le Gone oriental, le Gone occidental, Moyen Kébi Est, Moyen Kébi Ouest, Wadaï, Wadifira, Salamat, N'Djamena, Bata, Moyen Chari, Kanem. Au total, 3355 personnes sont sorties de la quarantaine après un suivi de 14 jours, et au fur et à mesure les 14 jours passent, d'autres viennent. Il ne nous reste au jour d'aujourd'hui 1757 personnes qui poursuivent leur quarantaine. La chaîne de transmission des 8 premiers cas est totalement rompue, car tous les contacts liés à ces cas sont sortis de leur quarantaine après un suivi médical de 14 jours. Ainsi donc, en ce qui concerne le cas de la ville d'Abéché, la situation est presque maîtrisée. Jusqu'à la semaine passée, la chaîne de la majorité des cas de Covid-19 enregistrés ont été maîtrisés. Le premier cas de contamination communautaire est enregistré le 6 avril 2020 et à la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré plus de 50 contaminations locales avec 10 décès. Il me semble important de souligner que nous constatons de plus en plus de cas qui se présentent dans nos services dédiés au Covid-19 dans un état avancé, après avoir consulté d'autres structures de soins, notamment les cliniques et cabinets médicaux. Si on voit ça rapidement dans un graphique, on a l'impression de monter tout mars entre 1 et 2, avril jusqu'au 28 avril entre 1, 2, 6 et 7, et là à partir maintenant du 28 avril, plus particulièrement à partir du 29 avril, on monte entre 21 et 44 personnes d'une façon testée. Nous sommes à 44 en un jour. Et en ce qui concerne la courbe totale, nous sommes partis jusqu'au 4 avril, la courbe est de 7. De 8 avril jusqu'à 26 avril, elle est de 26. Et de 28 avril au 20 mai, elle est partie de 52 à 17 cas. Et c'est tout à fait normal que les honorables députés doivent nous interpeller pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Les équipes engagées au front contre le Covid se battent nuit et jour pour assurer la surveillance épidémiologique, investiguer et suivre les contacts et les cas suspects pour établir les liens épidémiologiques et faire des prélèvements pour analyse. La situation que nous vivons maintenant nous impose une stratégie intégrant la recherche active des cas, le suivi des contacts et le dépistage des contacts immédiats et les suspects. Nous sommes en train d'étudier également les possibilités de dépistage de masse avec des tests rapides. Si avant on confinait les gens du contact et le contact du contact, soit à l'hôpital de Farsha, soit à l'hôpital ophtalmologique qui n'est pas loin du ministère, maintenant ce n'est pas le cas. Dès qu'on a un contact direct, on l'analyse automatiquement. S'il est malade, on le prend en charge. S'il n'est pas malade, on le met confiné pendant les 14 jours, soit à l'hôtel, soit à l'hôpital ophtalmologique. Et nous avons eu d'un cas, plusieurs cas de décès à la fois. Des décès que nous avons arrivé à les prélever avant la mort, c'est-à-dire à un jour de décès ou après le décès. Et une fois fait, tous les contacts directs ont été prélevés et une des explications peut être donnée ici.
Une autre chose et qui nous intéresse maintenant et qui nous renforce, beaucoup de gens, des patients, sont venus d'eux-mêmes. Ils nous appellent et ils viennent. On leur dit, attendez qu'on vous envoie l'ambulance. Certains disent que nous viendrons avec notre voiture et notre voiture peut rester désinfectée avant d'aller. Et si tous les Tchadiens qui sentent un malaise de tout, un malaise de température et tout ça, et qui nous viennent, c'est que nous sommes dans la bonne voie. Et je profite de votre micro pour dire, au lieu d'aller dans les cliniques privées, l'hôpital de Farsha a une grande disponibilité pour accueillir et pour traiter les cas. Mesdames et messieurs les députés, pour les cas de contamination au sein du personnel de santé, nous déplorons cette situation qui a affecté nos valeureux agents de santé au sein de l'unité des laboratoires mobiles de l'hôpital général de référence nationale, de l'hôpital de Farsha et du centre national de transfusion sanguine, sans parler des hôpitaux de N'Djamena. Bien que le personnel soit protégé grâce à l'utilisation des équipements de protection individuelle, le respect des mesures de protection et des contrôles des infections s'impose et les règles de biosécurité doivent être renforcées avant d'éviter d'éventuelles d'autres contaminations. Le ministère de la Santé publique a procédé à une évaluation des risques de contamination, de prévention et de contrôle de l'infection. Au niveau du laboratoire mobile et les autres hôpitaux de la ville d'N'Djamena, et les équipes iront également dans les provinces pour la même activité et les recommandations sont mises en œuvre au fur et à mesure. Ce qui est sûr, sur les laborantins maintenant atteints, il y a presque une vingtaine qui sont guéris et certains ont repris même leur travail avec une idée et un moral élevé. Il est à noter que nous avons réaménagé le local de laboratoire mobile par des travaux de cloisonnement et de renforcement de la chaîne de froid, ceci pour améliorer les conditions de travail. Nous venons maintenant de trouver un autre lieu pour le marché à passer et nous allons maintenant retaper un bâtiment pour leur permettre d'être plus à l'aise et de faire le travail et de l'élargir avec la mutualisation avec les services de laboratoire de Hajeren et celui de l'IRET pour augmenter la capacité d'analyse du laboratoire mobile. Je voudrais vous confirmer, le laboratoire mobile est d'une sensibilité très importante de 90%. Le Tchad a obtenu ça par le biais de la G5 Sahel. Les Allemands ont offert ça au Tchad. C'est un des laboratoires de 13e génération et un laboratoire d'une grande capacité et d'une précision très exacte. Il faut souligner le courage et la dignité exprimés par nos agents qui sont touchés et qui affrontent avec détermination la maladie. Une fois sortis, ils veulent encore continuer à exercer et à former et à partager leur expérience avec leurs collègues. Nous voudrions aussi souligner que le ministère de la Santé publique a développé avec ses partenaires un plan de renforcement des capacités du personnel du laboratoire, des agents dédiés à la surveillance épidémiologique et à la prise en charge des cas, des communautaires et des gens chargés d'hygiène et d'assainissement. Une des questions se retrouve ici. Plus de 1100 agents, toutes catégories confondues, ont été formés sur l'ensemble des pays depuis l'apparition de Covid-19. Grâce à la détermination de tous ceux qui sont impliqués sous le leadership éclairé de son Excellence, le Président de la République, ont mené une lutte, chef de gouvernement, que notre pays mène une lutte sans merci pour barrer la route à cette maladie dont le caractère pathogène et contagieux est très redoutable. Les différents organes créés sont à pied d'œuvre pour accomplir les tâches à eux assignées et je voudrais exprimer ma gratitude à tous les agents qui travaillent jour et nuit pour sauver les vies
et contrecarrer la maladie à Covid-19. Je me félicite à la collaboration exemplaire de tous les partenaires et les pays amis du Tchad dans cette lutte. Vous pouvez également retenir que dans nos actions de lutte contre le Covid-19, nous avons renforcé la capacité d'accueil de l'hôpital provincial de Farsha dédié à la prise en charge de Covid-19, l'amélioration du plateau de nos hôpitaux nationaux et la dotation en équipement et matériel de protection de nos provinces. D'autres dispositions sont prises, comme le stipule bien le plan de contingence qui était initialement de 15,9 milliards de francs CFA et revu à 31 milliards afin de mieux gérer l'épidémie, notamment les appuis des partenaires techniques et financiers, le développement d'un plan opérationnel et les commandes de médicaments et équipements en urgence. C'est ça le plan de contingence. Nous sommes partis de 15 milliards. Après l'intervention du chef de l'État du 14 avril, on a fait appel à nos partenaires. Et nous leur disons, nous voulons, après la sortie de ce Covid-19, que nous aimerions le plus rapidement sortir et utiliser tous les moyens que nous avons eus à faire de nos hôpitaux provinciaux, comme de la capitale, comme dans tout le pays, là où il y a les 1745 centres de santé, des hôpitaux et des centres de santé capables de faire face si jamais dans quelques années, 4, 5, 10 ans, ça arriverait de ce genre de choses. Nous n'allons pas chercher midi à 24 heures, mais nous nous sommes déjà préparés. Et profiter aussi de ces plans de contingence pour essayer de former des cadres compétents. J'avoue, aujourd'hui, plus de 500 médecins sont déjà en formation et nous avons transformé les salaires en bourse et plus de 400 ont profité de ça. Nous sommes en train de recruter 1638, les 1000 sont déjà recrutés de jeunes dans tous les domaines. Et je voudrais aussi profiter à partir de ces plans de contingence, répondre à certaines questions. Les 1745 centres de santé dans les 23 provinces de notre pays, ils auront des équipements de protection individuelle, des lunettes, des thermomètres, des gants, des gels et tout ça. Nous avons négocié dans le plan de contingence avec l'Alliance Gavi. L'Alliance Gavi va leur fournir le plus rapidement possible à tous ces 23 provinces qui représentent les 10% de Gavi, c'est-à-dire que Gavi, c'est les vaccins. Ils ont donné les 10% pour essayer de mettre à un très haut niveau tous nos cadres de santé, pas seulement N'Djamena, dans les 23 provinces. Nous, sans pour autant rentrer dans les détails, parce que c'est un plan qui est très important, tout l'argent qui a été récupéré ici dans le plan de contingence n'est pas un hasard, mais tous les partenaires du Tchad, et nous, le ministère de la Santé et le ministère du Plan, se sont assis pendant des semaines et des semaines pour déterminer qu'est-ce qu'il faut pour nos hôpitaux, pour que nos hôpitaux deviennent des hôpitaux d'un très haut niveau. Et c'est comme ça que ce n'est pas de l'argent qu'on peut récupérer automatiquement, mais cet argent peut être préparé pour renforcer notre système de santé, c'est-à-dire acheter des équipements, des scanners, des radiologies, des radios, des respirateurs, des extracteurs d'oxygène. Tout ce qu'il manque dans nos hôpitaux ont été relevés ici et ensemble nous avons fait en sorte pour que chaque partenaire choisit là où il peut intervenir. Et dans les 6 mois, nous devrons maintenant faire le marché et certains marchés sont déjà en route. Et c'est comme ça que le plan de contingence, ce n'est pas de l'argent qui tombe dans un compte, mais c'est de l'argent qui nous permet maintenant de faire de nos hôpitaux de vrais hôpitaux et commencer déjà à former nos jeunes dans tous les domaines pour faire face dans la réalité. Quelques questions se retrouvent ici. Sur les 15 milliards, sur les 31 milliards, ce n'est pas fini. Après ça, il y a des institutions qui sont en train de se préparer et nous avons commencé à travailler avec eux et je pense que d'ici quelques jours, nous allons partir des 31, possible même à 50 milliards. Nous sommes en train de travailler dans ce temps. Toutes nos actions sont soutenues par le comité scientifique.
J'avoue, nous avons mis un comité scientifique constitué de 32 cadres, hauts cadres de notre pays, et nous avons mis sur pied aussi un comité des anciens, un comité ressources. Le comité ressources est constitué de 12 personnes. Ces 12 personnes sont nos frères tchadiens qui ont eu à travailler à OMS, à gérer même l'OMS, à gérer le système de la santé. Ils sont en retraite. Nous leur avons fait appel. Automatiquement, ils sont venus et ils travaillent avec nous chaque jour. Et grâce à eux, si nous sommes partis jusqu'à former 1100 quelques médecins, laborantins, infirmiers et ainsi de suite. Ça, c'est leurs appuis. Et ils n'ont rien demandé que d'apporter leur appui. Un de leurs, le docteur Alangar, il a été pendant Ebola en Côte d'Ivoire et il a fait un travail extraordinaire et ensemble avec des gens. J'ai la liste ici et j'ai l'arrêté. Enfin, pour préserver notre pays de cette pandémie, les mesures barrières édictées par le gouvernement doivent être strictement observées afin de rompre la chaîne de transmission et lutter efficacement, car la situation est encore sérieuse, car elle est encore maîtrisable. Nous devons tous nous lever comme un seul homme pour prendre conscience autant de la gravité de la situation sanitaire, autant de nos responsabilités individuelles et collectives, seul gage pour espérer limiter la propagation de cette pandémie dans notre pays. Pour finir, je voudrais dire la chose suivante. Le ministère de la Santé à lui seul ne pourra rien faire. Si les mesures barrières n'ont pas été prises en compte et si nous ne commençons pas à porter le masque et si nous ne faisons pas en sorte pour éliminer, arrêter et éliminer les cérémonies, surtout les deuils. Vous imaginez chaque cas de décès, chaque cas de contamination, nos jeunes qui travaillent dans l'investigation passent des nuits blanches pour décrire toute l'historique. Toute l'historique. L'historique du cas communautaire, c'est vraiment une façon de désobéissance de ce que le gouvernement a demandé. Et c'est comme ça que nous vivons aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, 3 mai, la contamination communautaire. Et la contamination communautaire, si nous décidons tous ensemble dire adieu cette façon de faire, dans 14 jours, nous aurons sûrement une véritable amélioration. Le deuxième cas est le cas le plus extrême, que les gens, au lieu d'aller à l'hôpital de Farsha, ils préfèrent aller dans les cliniques. Et les cliniques commencent à soigner ce qu'on appelle maintenant le paludisme et tant d'autres choses. Et à partir de 3 jours, chacun de nous traîne avec lui d'autres types de maladies. Et en négligeant le Covid-19, les autres types de maladies se réveillent et la personne, la Covid en lui-même, il ne tue pas, mais il accélère en éclatant les autres types. Et c'est comme ça que certaines réponses trouveront, certaines questions trouveront leurs réponses ici. Respectons ce que le ministère de la Santé a dit. Et le problème des masques n'est qu'une question d'heure. Nous voulons éviter le confinement total, parce que nous avons une population qui vit du jour au jour. Mais si cela ne tient, le masque, nous serons obligés d'y arriver. Pour finir, permettez-moi d'adresser au nom du personnel de santé et de tous ceux et celles qui y sont impliqués, nos sincères reconnaissances aux plus hautes autorités de la République, en l'occurrence le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, pour les multiples soutiens apportés dans cette lutte, et nous adressons nos remerciements à tous les pays amis du Tchad, aux partenaires techniques et financiers, aux ONG nationales et internationales et à tous ceux dont l'apport a permis de faire face jusqu'ici à la pandémie. Les organes de presse de tous les bords n'ont pas cessé d'apporter leur contribution
qu'il soit remercié. Je ne pouvais terminer mon propos sans exprimer ma gratitude au nom de tous les personnels de la santé à la représentation nationale pour le soutien collectif et individuel affirmé des élus du peuple pour cette lutte contre la pandémie à Covid-19. Prompt rétablissement aux malades, tout en restant disponible pour répondre à vos éventuelles autres préoccupations. Merci pour votre aimable attention. Les suites des questions. Que le hasard a voulu que je les prenne ici. En ce qui concerne l'hôpital de Farcha, l'hôpital de Farcha, c'est un hôpital provincial. Il n'était pas prêt. Il n'était pas du tout prêt. Il attendait un avenant de 1,1 milliard quelque pour être finalisé. Nous avons retravaillé. Nous sommes tombés à 800 millions. Et après négociation, nous sommes tombés à 750. Le marché vient d'être signé il y a quelques jours. Mais avant, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas attendre Covid, n'attend pas. Il faut se mettre à travailler. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit, avec cet hôpital, nous pouvons faire face à la pandémie. Mais nous ne pouvons pas attendre les experts. C'est un hôpital qui a été, le contrat a été signé avec une société française. Nous ne pouvons pas attendre. Nous pouvons utiliser nos propres moyens. C'est ainsi que nous avons fait appel à nos techniciens, des techniciens tchadiens, renforcés par leurs collègues camerounais qui travaillent ici, chez nous, camerounais, nigériens, sénégalais. Et nous leur avons dit, voici Covid ne fait pardon à personne. Nous les avons encadrés et nous avons commencé à travailler. Au moment où nous avons commencé à travailler, dans tous les Tchad, peut-être nous n'avons pas une quinzaine de respirateurs. Et c'est comme ça que nous avons fouillé, nous avons cherché dans nos stocks, dans nos magasins. On a fait sortir une vingtaine ou une trentaine des équipements qui ne marchent pas. Mais nous nous sommes mis au travail. Nous nous sommes mis au travail et c'est des Tchadiens formés ici au Tchad, avec l'appui de leurs collègues, qui sont arrivés à mettre sur pied 19 lits qu'on peut utiliser l'oxygène. 6 lits avec respirateur et 6 lits avec extracteur. Et les 3 sont attendus. Une fois fini, nous avons reçu un don de 16 équipements en extracteur d'oxygène que nous sommes en train d'installer. Même le réseau a été fait par les Tchadiens. Ils n'ont pas attendu là-bas. L'hôpital Renaissance avait 16 respirateurs. Mais les 7, on vient de les réparer. C'est les jeunes là qui sont venus à les réparer. L'hôpital mère et enfant, nous sommes arrivés, il n'en avait que 2. Maintenant, ils en ont 13. Nous avons formé des techniciens de maintenance. Mais un technicien de maintenance, ce n'est pas seulement l'école. Il faut absolument qu'il ait la main, la pratique. Nos collègues qui sont des Africains mais étrangers, ils ont la main. Et là maintenant, les nôtres commencent à avoir la main. Je voudrais aussi dire, l'hôpital de l'Amitié vient de réparer les 4. À peine une semaine. On a réparé, on a testé et ils sont capables de travailler. Il a fallu que Covid passe par là, que nous avons déjà une 50aine. Nous avons dans les provinces 10, dans toutes nos provinces, on n'en a que 10 respirateurs. 3 à Moundou, 3 à Sar, 2 à Béché et les 2 c'est pour les religieux. Nous imaginons que maintenant nos jeunes sont capables, et c'est pas fini. Nous sommes en train depuis 3 jours à faire on a fait déjà le forage. On a fait le forage, on n'a pas attendu la société. On a fait le forage et nous avons commencé à installer les équipements de l'imagerie. Nous-mêmes, on n'a pas attendu.
On est en train de faire tous les laboratoires, ils sont en train de l'installer. Chefarsha maintenant est un chantier. Nous sommes en train de faire fonctionner maintenant le bloc opératoire, la penderie. Avec nos propres techniciens que nous avons formés ici, il a fallu juste qu'il ait la main. Et en tant que ministre, ici j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, parce que je suis ingénieur. Nous avons monté ce qu'on appelle le conseil scientifique. Il n'y en avait pas un conseil scientifique au Tchad. Avec l'œil des scientifiques, j'ai dit, nous ne pouvons pas vaincre cette maladie si nous ne mettons pas un conseil scientifique. Parce que ici, c'est le conseil scientifique qui va nous gérer. C'est le conseil scientifique qui va nous dicter qu'est-ce qu'il faut faire. Et tout ce que nous faisons depuis pratiquement un mois, c'est le conseil scientifique. Tout ce que nous voulons, même acheter un équipement, on le fait passer par les conseils scientifiques. Voici ce que nous voulons proposer à nos partenaires. Qu'est-ce que vous pensez? Et le conseil scientifique se trouve et il nous donne. Quitte de dons, une autre question, quitte de dons octroyés par la Chine. Quand nous avons eu le laboratoire mobile, nous n'avons pas 20 kits. Ce qui nous faisait peur. La dame, la docteure allemande qui est venue former les jeunes et installer, elle nous a dit dans une semaine vous aurez les kits. Dans une semaine on n'a pas eu les kits. Le kit est venu, le kit allemand est venu à peine 20 jours. L'Union africaine, la CPC Africa, nous a dépêché 2000 kits. Vous ne pouvez pas imaginer notre joie. C'était une véritable joie quand on a eu le 2000 kits. Au même moment, les kits allemands, 1500 kits. Avant le kit allemand, les kits chinois, que la Chine nous a envoyé 20 000 kits aujourd'hui. On a eu 20 000 kits. Dieu merci, nous avons actuellement à peu près 22 500 kits dans nos mains au jour de 3 mai. Sur le don de la Chine, on nous a envoyé les épis, équipements de protection individuelle au bon moment. Nous avons un nombre. Dans notre première offre que nous avons lancée, le chef de l'État a instruit pour que 50 000 épis, c'est équipement de protection mobile. Nous aurons 100 respirateurs, 100 extracteurs d'oxygène, je ne rentre pas dans le détail, mais tout ça, c'est pas seulement pour N'Djamena, mais faire face à ces problèmes du siècle, parce que d'ici là, nous aurons plein de maladies de ce genre, plein de ces genres, des épidémies. Nous avons demandé à la Banque mondiale, dans le plan de contingence, de nous mettre 100 respirateurs. Les respirateurs n'est pas seulement pour les Covid. Les respirateurs, chaque hôpital doit avoir au moins 3 ou 4 respirateurs. Imaginez quelqu'un qui quitte Abéché pour aller à Al-Jinéna parce qu'il a un problème seulement de respiration. Or que N'Djamena par rapport à Abéché, chacun de nous peut imaginer. Nous ne voulons plus ça. Le chef de l'État a été clair. Il faut absolument que dans toutes nos régions, il faut des hôpitaux de référence. Dans le plan de contingence, il est prévu presque 11 milliards de francs CFA pour s'équiper. Il est prévu pour construire des hôpitaux là où il n'y a pas des hôpitaux. C'est prévu ici. C'est un plan de contingence. Quand je rentre dans les réseaux sociaux et je vois qu'on a déjà tout bouffé. Non, il y a un console qui est sorti de là. Rien encore. Rien. Donc que les gens soient rassurés, que la population tchadienne soit rassurée, ça c'est un travail de vos enfants. C'est le travail des médecins. C'est le travail des cadres du plan. C'est le travail de tous nos partenaires ensemble réunis. Et c'est vraiment si technique que c'est le plan de contingence que je vais faire plusieurs copies et vous l'amener, le faire venir ici. S'il y a une possibilité même de faire venir les experts qui l'ont monté et de vous faire passer rapidement en 30-40 minutes, vous allez être d'accord avec nous que nos enfants, nos jeunes médecins, ils ont eu ce qu'on appelle une véritable vision.
Et sur ça, la formation prend compte. On a mis beaucoup d'argent sur la formation. Nous avons mis des centaines de millions de dollars pour avoir aussi des masques. La Banque mondiale a accepté, la BADEA aussi a accepté presque 7 millions de masques qu'ils vont l'acheter et vont partager à la population. Quelles sont les dispositions pratiques adoptées par le ministère de la Santé en vue de protéger les personnels soignants face à cette pandémie et qui croît à une vitesse explosive? C'est vrai. Le ministère a pris toutes les dispositions pour équiper tous les hôpitaux nationaux comme provinciaux par des équipements, masques, et puis dispositions de lavage des mains, écran facial, eau de javel, ainsi de suite, former les personnels dans tous les domaines. Imaginez, dès que nous avons commencé à avoir le premier cas, nous avons fait venir deux de chaque province, on les a formés ici. Et on leur a dit, dès que vous rentrez chez vous, vous les allez former les gens. Et la chose la plus importante pour nous, dès le début, on s'est mis dans la tête que nos personnels seront contaminés. Multiplions le nombre de formés. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à 1000. Nous avons à ce jour 1164, dont 251 médecins pour la prise en charge, et d'autres agents sont en train d'être formés en cascade dans l'ensemble du pays. Et ce n'est pas fini. Pour les études, pour les masques, plus de 700 000 de stocks dans les magasins de la formation de la Fondation Grand Cœur. La Fondation Grand Cœur, le premier jour de l'épidémie, elle nous a donné 1 152 000. Nous avons dit les 1 152 000, nous ne pouvons pas les conserver chez nous. Nous avons pris 100 000 et nous avons envoyé dans nos hôpitaux. Nous avons pris encore 200 000. Au jour d'aujourd'hui, il reste 700 000 que, au début de la semaine, le jeudi, nous allons prendre encore 200 000 pour les mettre. Nous nous sommes dit, sur les jeunes qui ont été formés, il faut absolument l'investigation. Et sur l'investigation, nous sommes en train de signer une convention avec la Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge a beaucoup de gens formés, et ces gens formés vont faire la porte en porte pour leur dire, respectez ça. Ils ont une formation, mais nous allons leur donner un complément de formation où ils doivent être accompagnés par l'équipe d'investigation. La Croix-Rouge a des milliers de gens et il était le tout premier à venir vers nous. Et c'est nous qui avons dit pour le moment, restez, parce que beaucoup d'attroupements risquent de faire voyager les virus. Mais maintenant, on a besoin d'eux. Dans notre plan de contingence, quand la chose arrive à la contamination communautaire, chacun d'entre nous doit être comptable. Chacun d'entre nous doit rentrer chez ses voisins et dire à ses voisins, écoutez, si vous avez de telles maladies, allez-y à Farsha. Voici les capacités de Farsha. Farsha a 140 lits au jour d'aujourd'hui. Farsha vient d'avoir 6 conteneurs de la Chine. Nous les avons retapés et nous avons mis des climatiseurs. Il y a une capacité de 24 lits. La présidence vient de nous donner un bâche de 60 mètres sur 25 mètres que nous sommes en train, nous l'avons installé, nous sommes en train de les finaliser. Nous pouvons avoir 400 lits. Nous avons 15 bâches que la Croix-Rouge vient de nous l'installer. Nous sommes en train de travailler en cas où la chose commence par s'élargir. Avec la fondation religieuse coïtienne, ils nous ont donné un hôpital ophtalmologique où maintenant il n'y a que 29, nous l'avons mis pour le confiner. Nous sommes partis de 200 quelques, maintenant on est à 29, parce que la frontière maintenant ne fait pas venir beaucoup de gens. Les 29, on va les déplacer et nous allons commencer maintenant par équiper les 200 chambres données par le Koweït. Et nous avons demandé à tous nos hôpitaux de N'Djamena que chaque hôpital doit ouvrir maintenant une aile Covid. Parce que
l'hôpital provincial ne peut pas aller au-delà de 16, et même au jour où je vous parle, les six comment on les appelle? Non, les gens qui travaillent dans ça. Oui, les 6 anesthésistes, comme ils sont de jeunes, nous les avons amenés en formation à l'hôpital de référence pour avoir la main. Nous en avons que 6. Et ces 6 ont dit, allez-y là-bas. Et il n'y a que 2 maintenant qui sont à ce niveau. Donc dans tous nos hôpitaux, il y aura une aile, et faire face maintenant aux hôpitaux qui reçoivent les gens. Comme je l'ai dit si haut, les hôpitaux nationaux en dehors de l'HRNM, l'hôpital HRN, c'est le seul avec l'hôpital militaire d'instruction qui n'ont pas au jour d'aujourd'hui de respirateurs. Mais d'ici une semaine, ils en auront. Il y a dans le lot, il y a 5 respirateurs qui est donné par la Chine, on risque de on les mettra là-bas. Le chef de l'État, dans la riposte gouvernementale, il a été créé un fonds de solidarité. Ces fonds de solidarité, je pense que nous allons revenir. En ce qui concerne la situation actuelle que nous vivons, nous impose de faire un dépistage de tous les contacts et des contacts de contacts. Nous avons déjà commencé. Et nous allons demander aux affaires étrangères pour demander maintenant aux pays amis de nous renforcer avec ce qu'on appelle les tests de laboratoire mobiles. Le gel hydroalcoolique, à Béchon on le fabrique à l'Institut, ici à la CPA on le fabrique, à la faculté de médecine on le fabrique. Nous venons d'avoir un don de l'AFD, ils l'ont acheté ici, ils ne l'ont pas importé. Le malheur n'est pas du tout bon, mais ça permet aux gens de réfléchir aussi et de mettre en exergue leur savoir-faire et leurs compétences. C'est fabriqué par nos jeunes. Le port de masque est obligatoire. Je suis tout à fait d'accord. Une cellule de collecte de nouveaux cas infectés en réanimation, guéris et décédés pour informer l'opinion nationale. Je voudrais vous dire, rien ne peut nous contraindre si nous respectons pas à pas les mesures barrières, en commençant à partir même d'aujourd'hui, même à la maison, en utilisant le masque. Et le masque nous permet de faire quoi? C'est les gouttelettes. Il ne permet pas aux gouttelettes de voyager. Et si on reçoit ces gouttelettes maintenant peuvent, à partir d'une personne, chaque personne peut contaminer 10. Chaque personne peut contaminer 10. J'ai épuisé les grandes lignes, Monsieur le Président, et je reste disposé à répondre à toutes les questions. Et si j'ai omis de répondre à une question, ce n'est que par oubli, je pouvais revenir. Je vous remercie. La seule chose, peut-être que vous n'avez pas totalement exploré, c'est la question de nos frontières. Comment on gère réellement nos frontières? C'est quand même... Évidemment, je vais passer rapidement à cette question, mais dans toutes les frontières. D'abord, dès le début, quand on avait commencé après l'aéroport, on a dit, on a mis une barrière, toutes les frontières du Cameroun, on a fermé la frontière du Soudan et de la République centrafricaine. Nous avons demandé que dans toutes les frontières, on a mis 9 points d'entrée. Dans les 9 points d'entrée, on a mis les agents de la santé. Et aux agents de la santé, on leur a donné des thermoflash. Et nous n'avons pas mis dans notre tête, avec la frontière avec la fermeture de la frontière du Tchad, les étudiants vont rentrer en masse et les Camerounais vont les laisser rentrer. Nous avons imaginé que les Camerounais vont mettre de l'autre côté les dispositions pour accueillir les Tchadiens de l'autre côté de la frontière. Et là, les institutions des Nations Unies étaient prêtes pour les accueillir
et leur offrir au moins les premiers soins. Ça n'a pas été le cas. Et comme ils commencent par rentrer, en violant la frontière, nous nous sommes retrouvés et le comité de veille a instruit maintenant les gouverneurs pour créer les conditions pour que au moins les Tchadiens qui rentrent doivent être confinés pour 14 jours, la date qui nous permet de savoir si la personne est malade ou non. Et ce qui a été fait, nous avons fait appel à nos partenaires. Nos partenaires sont lesquels? C'est la Croix-Rouge, le PAM, ainsi de suite. Et tout le long de la frontière ont été pratiquement pris en compte. Au niveau de N'Djamena, il y a ceux qui rentrent par Koussiri. Ceux qui rentrent par Koussiri, on arrive à les confiner au début à Farsha. Et quand on commence par avoir des difficultés, le conseil scientifique nous a dit de prendre tous ceux qui ne sont pas malades et de leur trouver une autre place. Et c'est comme ça que nous avons signé une convention avec les propriétaires de l'hôpital ophtalmologique, on les mettait là-bas. Et quand on les met, on les suit. Si quelqu'un a des difficultés ou présente des signes où il est suspect, on descend automatiquement. On est parti plusieurs fois à Doba, à Moundou, au lac. On est descendu à Mao, on est descendu à Bangor pour prélever et analyser. Et s'il y a des cas, on arrive à les rompre. Et c'est comme ça que nous avons géré les frontières. Et c'est comme ça que je disais, sur les 5000 que nous avons, il y a 3000 qui ont été maintenant libérés et il nous reste les 1000 quelques. Sur les 1000 quelques, les gouverneurs des régions sont en train de s'occuper d'eux, mais les cadres de la santé ont été préparés, formés et ils sont avec eux. Dès qu'il y a un cas, nous sommes informés sur ce point, Monsieur le Président, sur cette question. Très bien. Je voudrais donc demander au député Issa Mamadou Diaby s'il a encore quelque chose à dire par rapport à la présentation du ministre de la Santé. Vous avez 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le ministre pour les informations qu'il vient de mettre à notre disposition afin de nous éclairer sur la situation de la pandémie dans notre pays. En effet, cette pandémie est entrée au Tchad et a apporté avec elle la peur et les inquiétudes. Et si le gouvernement a réagi promptement pour protéger la population, et c'est pour lequel nous l'encourageons à faire beaucoup plus, nous constatons seulement que les efforts au niveau national restent à faire. C'est en cela que les réponses de Monsieur le ministre aux préoccupations qui sont les nôtres est une étape importante pour l'information des acteurs et de la population en général. Monsieur le ministre, cette interpellation vient à plus d'un mois de notre expérience du Covid-19. Et vous vous rappelez, une invitation vous a été adressée. Et si vous aviez répondu, nous ne serons pas aujourd'hui à ce niveau de questionnement. Aujourd'hui, l'heure est grave. Je crois que nous sommes dans une situation d'évaluation. Les informations que vous venez de mettre à notre disposition nous confortent dans ce sens. Alors, que constatons aujourd'hui? Nous assistons à un incivisme généralisé où les Tchadiens ne suivent pas les directives gouvernementales. Vous savez, les décès, les enterrements, ce qui se passe aujourd'hui, sans précaution, dans l'anarchie la plus totale. Il y a même de l'assistance aux personnes confinées, des rassemblements sans précaution.
Le corps médical chargé de prise en charge est lourdement frappé, vous venez de le dire vous-même. Et rien ne laisse présager qu'ils seront mieux protégés. Une forte crainte pèse sur les déficits en infrastructure pour la prise en charge des malades, d'où l'envoi massif vers les cliniques qui ne sont pas outillées dans ce domaine. Vous l'aviez reconnu vous-même. Et je crois qu'il y a des enquêtes qui ont été menées ces derniers temps au niveau de la morgue, vous avez suivi, au niveau des hôpitaux, des informations ont été données par rapport à cette situation-là. Les hôpitaux et les cliniques de la place sont infestés. Ça aussi, c'est des informations qui circulent. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises pour prévenir la population dans ce cas précis? Nous constatons un débordement. Vous savez que la situation est très grave. Nous constatons un débordement. Et au niveau des frontières, vous aviez vous-même dit, les points d'entrée ne sont pas bien quadrillés comme on le veut. Et c'est pourquoi beaucoup de nos étudiants au Cameroun, et ça c'est une information de ces derniers jours, qui sont venus de Yaoundé, bloqués au niveau de Kousseri, et qui sont restés, et finalement qui ont réussi à pénétrer eux-mêmes par des négociations. Et ceci est aussi très grave, je ne sais pas si vous êtes informés. Certains parents ont pris la responsabilité de livrer les enfants au centre d'accueil, mais d'autres sont restés à la maison. Et donc ça, c'est une situation aussi qui est assez grave. Et qu'est-ce que vous entendez faire ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce domaine-là? Monsieur le Président, je crois que j'ai seulement quelques points encore à ajouter. C'est par rapport au conseil scientifique. Ce conseil scientifique, il est mis en place. J'ai suivi il y a 2-3 jours son président dérouler un peu la feuille de route. Et le président de l'ordre des médecins a dit que le conseil scientifique a déjà validé le protocole. Il reste maintenant sa diffusion. Et lui-même, il ne comprend pas pourquoi ça n'a pas été diffusé. Parce que la diffusion incombe, je crois, au ministère de la Santé. Ça, c'est une information qu'on voudrait savoir pourquoi ce protocole n'a pas été diffusé. Autre chose, c'est par rapport aux testeurs. Vous avez parlé de kits. D'aucuns disent qu'au niveau de l'hôpital de Farsha, il y a 2 sortes de testeurs. Il y a un qui est allemand et l'autre chinois. Et les 2 ne donnent pas les mêmes résultats. Ce qui inquiète un peu la population. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport justement à cette inquiétude relative au test? Monsieur le Président, je crois que pour le reste, je vais attendre encore vers la fin si j'ai d'autres questions à soulever. Je vous remercie. Merci, monsieur le député Samado. Le député Rakissa Matsali. Merci, monsieur le Président, monsieur le ministre, les staffs qui vous accompagnent. La suite de mon collègue qui vient de me précéder, je voudrais vous remercier pour les réponses et tout l'éclairage apporté à nos questions qui vous ont été posées.
mon collègue a eu à le souligner, Monsieur le ministre, nous sommes dans une situation difficile. Difficile du fait que nous sommes déjà dans la pandémie. La pandémie nous prend vraiment à la gorge. Vous n'avez pas manqué de le dire, les cas des malades hors contrôle hôpitaux est devenu vraiment très important. Et la démultiplication de cette maladie peut, à un moment donné, nous dépasser, c'est-à-dire mettre même à l'épreuve nos capacités de prise en charge au niveau sanitaire du pays. Pour dire aussi que notre santé, à nous tous Tchadiens, dépend de la santé des autres. Donc, personne d'entre nous n'est épargné par cette pandémie. Que l'on soit riche, pauvre, grand, petit, peu importe la classe ou la catégorie, cette maladie peut nous choper tous. Nous devrons, Monsieur le ministre, pour plus d'appréhension, intégrer en nous-mêmes, dans notre comportement de tous les jours, le respect strict. Et je voudrais, à l'adresse de la population qui nous suit maintenant, dire que cette maladie, prenons-la au sérieux. Ce sont avec nos habitudes, notre comportement tchadien qui risque de nous emporter. Parce que nous sommes une population fragile, nos structures sont très faiblement capables, donc veillons au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Aussi, Monsieur le ministre, je voudrais remercier les efforts du gouvernement qui restent jusqu'à preuve du contraire encore inachevés, et plus particulièrement la réaction prompte du chef de l'État, malgré les multiples défis auxquels notre pays fait face. Je voudrais parler de Boko Haram, pour lesquels le chef de l'État a eu à se mobiliser particulièrement. Et je voudrais solennellement lui demander, et vous demander aussi, de prier le chef de l'État de se déplacer personnellement pour se rapprocher ou faire des descentes au niveau de nos différentes structures, de nos différents centres de prise en charge des malades, en l'occurrence plus particulièrement à Farsha, la Renaissance et que sais-je d'autre, pour vraiment relever nos limites et donner les instructions immédiates, pour que demain, nous ne soyons pas encore à un point où nous nous accuserons pour dire que nous n'avons pas fait ça, nous n'avons pas fait cela. Monsieur le ministre, l'État, c'est l'État. Et chaque département a sa fonction, a ses responsabilités, sa mission. Les Tchadiens s'interrogent souvent sur le sens ou le rôle de ce comité de veille sanitaire hautement perché, placé au niveau de la présidence avec tout le volume de travail que l'on sait depuis la suppression de la primature, et que ce comité, quelque peu, même si vous êtes membre, supplée à la mission régalienne qui est de votre département. Et nous nous interrogeons à l'heure où nous sommes si ce comité de veille a encore du sens
pour mener une mission, puisque la maladie est là et les Tchadiens meurent tous les jours. Vous avez parlé de contamination communautaire. Et c'est ce que nous constatons, Monsieur le ministre, qu'en dehors de cas qui vous sont déclarés, qui sont pris en charge au niveau du centre de Farsha, et qui se trouve, à mon sens, très éprouvé, il nous a été rapporté que les conditions d'hygiène n'y sont pas totalement au top. Vous avez parlé aussi de la contamination des personnels soignants. Donc, il y a vraiment du travail à faire. Aussi, nous nous interrogeons sur le fait que le comité de veille sanitaire puisse signer des conventions avec des associations, des ONG, des fondations, que sais-je. Nous savons que les associations, les ONG sont des organisations qui ont une vocation d'activité publique, certes, mais beaucoup plus travail de volontaire. Mais le fait de pactiser ou de passer des conventions avec le comité de veille sanitaire, est-ce que cela ne retire pas en quelque sorte la souveraineté de l'État, donc du ministère de la Santé, et quelque part autre même du ministère de l'Action sociale? Est-ce que ce n'est pas une substitution à votre mission normale de votre département? Je voudrais, Monsieur le ministre, parler de masques qui sont actuellement en vente, mis en vente. Vous avez reçu des kits venant de la Chine, c'est des dons. Vous avez parlé tantôt des dons du Grand Cœur, et ce sont des milliers de masques. N'Djamena compte environ 2 millions d'habitants. Nous, vous l'avez dit, la chaîne de contamination fait qu'une personne peut contaminer 10. À l'heure actuelle, nous sommes à 117 cas Covid-19, dont 10 morts, c'est à peu près le 10%. Avec cette échelle, ne sommes-nous pas dans un scénario qui peut du jour au lendemain nous amener à une échelle de contamination plus importante? Comment ferez-vous pour y faire face? Est-ce qu'avec les moyens dont vous avez fait état actuellement, vous êtes en mesure de répondre de façon appropriée? Et que dire des provinces? Parce que nous n'avons à ce moment aucun indicateur qui puisse me dire que chez moi à Ati ou dans le Grand Bata d'une manière générale, il n'y ait pas de cas de personnes touchées par le coronavirus. Ça peut être des personnes asymptomatiques, mais ça pourrait, avec la mobilité de nos concitoyens, se déclencher, de se déclarer d'un moment à l'autre, et avec la démultiplication, on se retrouverait vraiment pris de court sur l'ensemble du pays, dans toutes les provinces du pays. Donc je vous invite, Monsieur le ministre, à vraiment, avec votre personnel, avec vos techniciens, mettre beaucoup plus l'accent en parlant de contamination communautaire pour vraiment à temps nous équiper de l'essentiel pour que on puisse réduire au maximum les chances, ou je ne sais pas, réduire au maximum les risques à notre population. Certes,
fluidité ou disons la porosité de nos frontières, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président de l'Assemblée a eu à vous le rappeler, fait que le pays est grand, vaste et les personnes peuvent y entrer de partout. À l'instant où nous sommes, il nous est toujours rapporté que du côté du Cameroun, les gens ont des voies d'entrée. Ce qui fait que la maladie peut toujours venir de l'extérieur. Et que sais-je du côté de la Libye, que sais-je du côté du Soudan, que sais-je d'ailleurs, ainsi de suite. Donc, c'est autant de choses qui nous inquiètent, qui nous font peur et que vraiment nous sommes en droit de vous les poser. Et avec la contribution de tous, nous nous mettrons ensemble, probablement, parce que jusqu'à preuve du contraire, les députés ont été mis à l'écart, non impliqués dans cette lutte que mène le gouvernement, alors que les députés, c'est la population. C'est des personnes qui sont en contact permanent avec leurs électeurs, avec pratiquement l'ensemble de la population. Donc, c'est un moyen quand même de sensibilisation très important que peut, même avec recul, encore saisir le gouvernement pour aider à mener la lutte contre cette pandémie. Donc, Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que l'histoire des masques que l'on vend actuellement à 200 francs peut être distribuée gratuitement avec les dotations que vous avez eues? 200 francs, c'est cher. Pour une famille de 5 personnes, pour une famille de 10 personnes, même plus, c'est cher pour le Tchadien lambda. Surtout que notre population est vraiment éprouvée. Depuis le 19 mars, mon collègue l'a signalé, avec l'instauration de mesures gouvernementales, beaucoup de nôtres n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Je prie le gouvernement, et cela ne coûte rien, de distribuer gratuitement les masques à la population. Vous pourrez procéder par arrondissement, de distribution par arrondissement. Vous organisez par quartier, vous organisez par carré. Tout est possible. Vous avez parlé tout à l'heure de fonds. Le fonds de solidarité dans la riposte du gouvernement que le chef de l'État a eu à annoncer, pourriez-vous nous donner plus d'informations précises sur son organisation, sur sa gestion, de qui dépend-il? Et plus précisément aussi nous dire exactement quels sont les partenaires qui ont contribué à ces fonds. Monsieur le Président, la liste des questions est très longue et il m'est très difficile maintenant de me retrouver après les interventions et du ministre et de mon collègue qui m'a précédé, parce que tout a été pratiquement pris en compte. Je vous remercie. Merci beaucoup, le député Amati Sabadi. Merci, Président. Je voudrais joindre ma voix à celle de mes prédécesseurs pour féliciter le ministre d'avoir bien voulu venir nous entretenir sur cette pandémie de Covid-19. Monsieur le ministre, nous avons introduit la question orale le 17 mars 2020. C'est dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale ici, nous avons pris la mesure de la chose avant même que le premier cas ne soit détecté au Tchad. C'est pour vous dire que vraiment c'est une situation qui préoccupe l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la situation est alarmante, en ce sens que le nombre de cas va croissant. Pire encore, la grande majorité des citoyens ne prend pas au sérieux la maladie, et cela se remarque dans les mesures barrières qui ne sont pas du tout respectées.
Le ministre de l'administration du territoire a pris un arrêté avant-hier seulement, interdisant la remise du corps de défunt par suite de Covid aux parents. Ça, ce n'est pas respecté parce qu'avant-hier, hier seulement, on a remis des corps infectés aux parents. Vous savez ce que cela va engendrer comme contamination. La faute n'est pas aux parents, la faute est à l'administration. Il faudrait qu'on respecte, il faudrait être sévère. Ça, c'est très grave. Monsieur le ministre, le Tchad est très vaste et les frontières sont poreuses, comme je l'avais dit. Avez-vous seulement pensé à mettre sur pied des brigades mobiles mixtes composées des agents de forces de l'ordre et des agents de santé équipés de matériel de dépistage pour la surveillance des entrées clandestines des citoyens? Je dis bien des brigades mixtes mais mobiles. Les frontières sont vraiment poreuses. Avez-vous pensé à une campagne médiatique, et là je mets l'accent sur la campagne médiatique de dépistage systématique des personnes venues de l'extérieur et des résidents ayant été en contact avec celles-ci? Qu'est-ce que nous remarquons? C'est quand la personne est entrée clandestinement. Quelques jours après, c'est quand elle fait la maladie qu'on signale et on court, on vient, on cherche la personne, après on demande avec qui vous avez. Alors qu'on devrait faire la campagne médiatique bien avant pour dire aux parents et à ceux qui entrent, dès que vous venez, allez d'abord vous faire dépister. On ne le fait pas, on attend au dernier moment et entre-temps, ça se propage. Monsieur le ministre, je disais tantôt que la situation est alarmante. Dieu merci, jusqu'à là on n'a pas atteint le pic et on ne souhaite pas atteindre le pic. L'hôpital général de référence nationale serait devenu un foyer d'incubation de Covid-19. Le corps médical serait infecté du fait de la négligence de la hiérarchie. Ce corps médical-là n'est pas protégé. Les agents portent des blouses et des masques ordinaires comme ce que nous le faisons, or que ce n'est pas ça ce qui est approprié pour le prélèvement des piqûres des malades et autres. C'est ce qui serait à l'origine, c'est ce qui a occasionné plutôt la contamination du personnel de l'hôpital général de référence et même certains patients qui viennent pour se faire soigner. Alors qu'en principe, il faut des combinaisons appropriées du pied jusqu'à la tête. Mais si on donne seulement des blouses simples, le corps médical n'est pas protégé. Et aujourd'hui, vous n'allez pas nous dire qu'aucun agent médical n'a été contaminé. Et le plus souvent, ce sont les agents de, laboratoires mobiles, là, c'est eux. Et ils ne sont pas protégés. Donc, et là, en principe, c'est au niveau de l'administration qu'on devrait prendre ces mesures-là. Mais si ces agents médicaux ne sont pas protégés, comment ils vont s'occuper des malades? Monsieur le ministre, auriez-vous pris des dispositions pour mettre en confiance le corps médical pour la prise en charge des malades? Vous allez recruter quelques jeunes, les jeunes, les plus de 1000 que vous aurez à recruter. Mais s'ils apprennent que le corps médical est en train de mourir, mais ils ne vont pas venir. Et là, c'est la population qui va périr. Il est de votre responsabilité, monsieur le ministre. Il semblerait aussi qu'à l'hôpital provincial de Farsha, l'appareil d'oxygénation ne fonctionne pas. Vous allez nous confirmer si c'est vrai ou pas. Et la capacité d'accueil des malades est même dépassée. Que comptez-vous faire ou qu'est-ce qui est en train d'être fait pour assurer la population?
Monsieur le ministre, vous avez retenu quelques hôtels pour le confinement. Comment se fait la prise en charge de confinés? Quelles sont les personnes concernées par le confinement? Est-ce que c'est par catégorie ou comment ça se fait? Ou n'importe quel citoyen, on le met là en confinement? Il y aurait aussi des personnes qui sont confinées chez elles. Comment cela se passe-t-il? Monsieur le ministre, je voudrais aussi savoir les relations entre la cellule nationale de veille et celle des provinces. Comment est-ce qu'elles travaillent? Comment est-ce que les cellules provinciales sont-elles ravitaillées par la cellule nationale? Alors, parlant des cellules de province, est-ce que les ambulances provinciales sont mises à contribution? Je pose la question, c'est parce que des informations persistantes nous font savoir que c'est des particuliers qui, de leur poche, payent le carburant pour ces ambulances-là. Ce qui veut dire qu'on a mis à contribuer, mais il n'y a pas de carburant, il n'y a rien, même si c'est en panne. Il faudrait que, comment dirais-je, les habitants ou la population ou les citoyens puissent débourser des sous pour aller chercher un parent malade. Voilà les quelques questions que je voudrais bien poser à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député Amati Sabadi. Je voudrais passer la parole au ministre pour nous apporter quelques éclairages. Ensuite, nous allons passer à l'ouverture de la discussion générale.